et portent atteinte à la forme sociale du pays. Ces lois, ces institutions, l'autorité judiciaire fait recours à une équipe d'enquêteurs de composition mixte dans le souci de l'efficacité et d'objectivité pour rechercher leurs auteurs et à rassembler les preuves. Qu'il en résulte que la procédure établie par les membres de cette commission sous la supervision d'un magistrat du ministère public demeure valable. Sur l'exception préjudicielle visant à la demande de sursis à statuer. Attendu que le principe de la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires réserve l'interprétation des actes administratifs et l'appréciation de leur légalité aux juges administratifs, que le juge judiciaire devrait donc toujours surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif. Mais attendu qu'il est de jurisprudence solidement établie que la liberté des particuliers et l'intérêt de la répression militent en faveur d'un examen immédiat par le juge répressif de la portée et de la validité de ces actes administratifs invoqués comme moyen de défense, que le jugement d'un prévenu ne doit pas être retardé par une demande de renvoi préjudiciel devant le juge administratif. En l'espèce, il résulte de la nature de la mission assignée au juge pénal statuant en matière criminelle devant une juridiction jouissant de la plénitude et d'exercer ses pouvoirs de juge de l'action en présence de l'exception, que le sursis à statuer jusqu'à la décision du juge administratif visant simplement à éviter une contrariété des décisions ne peut être retenu en l'espèce. Sur l'exception d'incompétence à l'égard de l'accusé de ma faute, attendu que la loi organique relative à la Haute Cour de justice dispose que le chef de l'État, les ministres et les députés ne peuvent faire l'objet de poursuites devant la Haute Cour de justice que pour les crimes de haute trahison. Mais attendu que l'accusé de ma faute Jean-Jacques, à l'époque ministre de la Défense, se trouve traduit aujourd'hui devant la Cour criminelle pour infraction d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État selon la procédure du droit commun. Que toutefois, l'accusé a fait l'objet de renvoi en vertu de l'arrêt de la chambre d'accusation, devenu définitif, fixant irrévocablement la compétence de la juridiction à connaître de son affaire, qu'il y a en conséquence lieu de déclarer cette exception irrecevable. Sur la nullité tirée du défaut d'ordre d'informer, attendu que la défense soulève l'irrégularité de la poursuite à l'égard de tous les accusés militaires du fait de l'absence d'ordre d'informer, attendu que la pratique d'ordre d'informer exigée devant les juridictions de droit commun pour la poursuite des infractions commises par les militaires en dehors des circonstances purement militaires, que l'ordre d'informer en question n'a de valeur administrative qu'à titre de simple information. Or, attendu qu'en l'espèce, il s'agit des infractions d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, commises ou du moins retenues à l'égard des militaires, infraction dont le TMP en a été saisi immédiatement, que si la juridiction de droit commun est saisie de leur dossier, c'est en raison de la coaction et de la complicité des justiciables non militaires, ceci conformément aux dispositions des articles
3 alinéa 2 de l'ordonnance 85-013 du 19 avril 1985 portant création du tribunal militaire permanent. Sur la nullité des autres actes de procédure. Attendu que les accusés sont traduits devant la cour criminelle selon la procédure de crime flagrant prévue par la loi 62-336 du 11 décembre 1962, modifiée et complétée par l'ordonnance 66-09 du 21 janvier 1966. Attendu qu'au terme de l'article 11 de la loi susvisée, la comparution devant la cour criminelle ne pourra avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de l'interrogatoire de l'accusé par le ministère public. Que l'interrogatoire de tous les accusés par le ministère public a eu lieu pour certains en octobre et pour d'autres en novembre l'an 2001, que la notification de la demande et l'heure de la comparution devant la cour criminelle est faite aux accusés à la diligence du ministère public pour la présente session, comme le prévoient les dispositions de la même loi de procédure. Que dès lors où la procédure a respecté les dispositions de l'article 14 alinéa in fine, qui dispose qu'il n'y a pas lieu à observer les délais de 15 jours prévus par l'article 190 du Code de procédure pénale, il convient également de rejeter cette demande comme étant non fondée. Sur la demande de mise en liberté provisoire des accusés, attendu que la défense demande la mise en liberté provisoire des accusés, attendu que la Cour n'a pas encore abordé les débats sur les charges qui sont retenues à l'encontre des accusés, et que la mise en liberté risque d'entraver la manifestation de la vérité, la Cour, par ses motifs, statuant contradictoirement et publiquement, rejette les exceptions soulevées, ordonne l'ouverture des débats et réserve les dépens. L'audience va être suspendue pour permettre à la Cour de régulariser sa composition avec la présence des jurés. Une précision que le président tient à faire, c'est par rapport au compte rendu des spécialistes en matière de presse. Depuis vendredi, nous avons démarré l'ouverture de cette session. Une demande a été introduite effectivement le vendredi pour solliciter un report pour permettre aux parties de consulter le dossier. La Cour a effectivement accédé à cette demande et l'affaire est revenue devant la Cour à la reprise du mercredi. Par conséquent, avec la reprise des travaux d'hier, mercredi, il ne s'agit pas des renvois, et à chaque fois quand on suspend, il s'agit de la suspension des travaux. On a l'impression de retenir que cette procédure qui consiste à purger les incidents ne fasse pas l'impression peut-être de cette session criminelle qui a déjà démarré. Il ne s'agit pas des reports. Parce que la décision ordonnant le report ou le renvoi à une date, à une session criminelle, c'est une décision qui doit être prise par la Cour. Mais à chaque fois, si la Cour suspend, soit
pour permettre aux jurés de rejoindre sa compagnie, ou bien si la Cour renvoie ou suspend les travaux pour des motifs qui sont dictés par les dispositions du Code de procédure pénale, il ne s'agit que des suspensions des travaux, mais il ne s'agit pas de renvoi. Même si présentement la Cour dit que pour des motifs de procédure, ces travaux peuvent être suspendus pour être repris à telle date, il ne s'agit pas de renvoi, c'est ce que je tenais à faire préciser, puisque ça sème la confusion dans la compréhension des gens qui ne sont pas habitués à ces termes. C'est par rapport à cela que nous suspendons pour reprendre la composition populaire, disons, de la Cour. Oui, vous l'avez dit en langue nationale, Robert Grégory, après donc la suspension de cette session qui n'a duré que quelques secondes, la session, les membres de cette session donc rapidement refait la composition et ils ont donc regagné leurs places respectives pour la poursuite de cette session criminelle, une session criminelle comme importante, une session criminelle dont les arrêts resteront gravés. Qui sont retenus. C'est ainsi que dans le premier groupe, nous avons le dossier des accusés de Mafout Jean-Jacques, Kou Gaston Anissé, Congo Guy Edgar, Magba Hugues Boris, Wamunju Alfred, Ngoko Japi, Mboliada Simon, Messiquin Emmanuel, Mbale Eli, Nzapakete Didier Didas, Pama Pierre, Baba Vincent, Nganga Guy Paulin, Moussa Donatien, Mouindi Tibours Innocent, Yombi de Mouindi Richard, Tongo Mathias, Toa Joseph, Goga Kouéa Guy Firmin, qui selon les décisions de renvoi, décisions reprises par l'arrêt de la Cour, sont poursuivis. L'accusé de Mafout pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et les 20 autres pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, mais comme ce sont des militaires, on leur reproche également l'infraction de désertion. Mais je crois que tous les accusés de cette catégorie ne peuvent pas tous se présenter en même temps à la barre. Nous allons, une question de pratique, commencer, si vous le voulez, par l'accusé numéro 1. La Cour appelle de Mafout Jean-Jacques à la barre. Pakara Jean-Jacques de Mafout mbina bene biaso abatenti fangu wartenti akwati turguna koditi la si Pakara Zakari Nduba mokujiti ndo kwati fangu mangaso a iri Pakara Jean-Jacques de Mafout logaluluti na dawa ti kota zoso ti tene lo kinna tene na nduti Yesu si atambora lani Richard Kwame. Oui, comme vous l'avez dit, Robert Grégory, c'est donc le passage dans la boxe des accusés de l'ancien ministre de la Défense nationale, M. Jean-Jacques. Le ministère public a cité un certain nombre de témoins. La Cour va vérifier si ces témoins sont dans la salle.
L'ancien ministre de l'Intérieur, M. Biko, n'est pas dans la salle. L'ancien ministre de l'Intérieur, M. Regonessa, le général Regonessa. Le ministre Doyene, présent. Le directeur général de la police centrafricaine, M. Mouedenamse Sinfe. Le témoin Sombo Junior. Monsieur Banga Ange Ruffin, absent. Le témoin Abdoul Simplice. Le président inscrit sur la liste, en vertu de ses pouvoirs discrétionnaires, sur la liste l'audition de Wamunju Alfred. N'est pas également cité. Ngaïma Bruno Jean. Mbese Guy Bruno. C'est ça. Il y a effectivement d'autres personnes qui seront entendues dans cette affaire, mais à titre de renseignement, puisqu'ils sont poursuivis dans la même affaire avec l'accusé de Mafout. La Cour constate que les principaux témoins, du moins qui sont concernés, ne sont pas dans la salle, monsieur le procureur général. Avant le débat, il faut que la situation soit quand même tirée au clair. Je constate avec vous, monsieur le Président, que les principaux témoins ne sont pas dans la salle. Si la procédure n'était pas radiodiffusée, qui pouvait laisser entendre que les témoins de l'endroit où ils sont susceptibles de se trouver suivent les débats, on aurait pu recevoir la déposition de Mafout et puis au besoin entendre les témoins présents. Mais compte tenu de ce que cette audience est suivie en dehors de notre salle et que des personnes susceptibles de témoigner risquent de se fixer ou de se faire une idée que nous ne pouvons pas contrôler par rapport aux règles du Code de procédure pénale, je demanderai donc très respectueusement à la Cour d'envisager la possibilité de renvoyer les débats pour demain, afin que les témoins qui nous intéressent dans le cadre de cette procédure soient contactés par le ministère public et qu'ils soient demain dans cette salle pour être déposés dans la salle des témoins à un endroit où ils ne peuvent pas suivre les débats et faire en sorte qu'ils témoignent aussi sous la foi du serment. Donc voilà la demande que je formule, à moins que, pour gagner la journée, on choisisse un autre accusé dont les témoins seraient dans la salle et qui nous permettrait d'avancer. Mais en tout état de cause, je pense qu'une suspension de cette audience s'impose afin que demain, les témoins qui doivent déposer devant votre cour
soit contacté par le ministère public et qu'il soit mis dans la salle des témoins pour que les débats respectent les règles de notre art. Je vous remercie. La Cour signale également que sur la liste, il y a le directeur général de la sécurité présidentielle, Bombayeke. Je ne sais pas si vous avez d'autres témoins à ajouter sur cette liste. Oui, sur le dossier de Mahfoud, nous aurons beaucoup de témoins puisque, en fait, c'est un dossier qui a débuté à un moment donné où des gens avaient peur à un moment donné de déposer. Maintenant, le ciel de la justice est beaucoup plus clair et les Centrafricains comprennent qu'il y a lieu de venir dire ce qu'ils savent de ce dossier et nous pensons que la liste des témoins sera allongée et nous les citerons demain. Bien. Ce que la Cour tient à faire remarquer, c'est qu'une affaire de cette importance ce n'est pas des gens ordinaires non concernés directement par la gestion des affaires de l'État au plus haut niveau, qui seraient au quartier Boeing ou bien dans des quartiers qui ne suivent même pas les activités de l'État qui doivent être concernés. C'est par rapport à cela qu'il s'agit effectivement d'une affaire de tentative de coup d'État. Et si le dossier est parvenu à la Cour aujourd'hui, le devoir de la Cour, c'est d'amener le peuple à savoir ce qui s'est passé. Et si la Cour est saisie par une procédure qui est déjà retenue, la procédure de crime flagrant, l'instruction définitive doit se faire avec une grande sérénité. Rien ne peut être laissé au hasard, sauf certaines omissions qui peuvent nous échapper. Et la citation des témoins dans une affaire criminelle, c'est une obligation de la loi. La non-comparution ou la non-présentation du témoin expose également les intéressés à des sanctions. C'est ce que je tiens à rappeler. Nous ne pouvons pas ouvrir les débats en laissant les témoins qui doivent être entendus dans cette affaire en dehors du prétoire pour suivre les débats. La pratique judiciaire impose le déroulement de l'audience à des contraintes strictes. Nous ne pouvons pas nous permettre de procéder au débat concernant un autre accusé si l'ordre est établi. Même les questions, on ne les pose pas tous azimuts. Il y a effectivement un ordre qui doit être respecté et les témoins doivent être dans la salle. C'est la Cour qui doit prendre cette disposition pour que ceux qui doivent déposer dans l'affaire d'un accusé ne puissent pas être déjà parfaitement au courant de ce qui a été dit pour venir ensuite se conformer ou du moins se chercher à dire certaines choses qui ne peuvent pas avancer la Cour dans sa recherche de la vérité. C'est pour cette raison que la Cour va suspendre pour demander au ministère public de prendre cette disposition pour que les témoins, ceux que je viens du moins de citer, puissent être demain à 9h dans la salle d'audience pour nous permettre d'ouvrir les débats avec l'accusé qui, selon le classement de la Cour, se trouve au numéro 1. C'est tout. Mais ils sont tous concernés. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire. Oui.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avec la grâce de Dieu, j'attendais ce jour avec beaucoup d'impatience. Je voudrais vous faire remarquer, Monsieur le Président, que dans la liste des témoins, vous verrez qu'il n'y a même pas mes proches collaborateurs quand j'étais ministre de la Défense. Notamment mon chef de cabinet, si je préparais un coup d'État, il devait être au moins au courant. Mes chargés de mission. Les noms, s'il vous plaît. Le colonel Loganga, qui est directeur général adjoint de la gendarmerie. Le commandant Bouba, qui était chargé de mission à mon cabinet, qui est actuellement chef de cabinet du ministre actuel. Il y a un certain nombre de militaires qui étaient donc chargés de ma sécurité, qui devaient être là. Mon chauffeur, par exemple, mes chauffeurs, les aides de camp, tous ceux qui travaillaient donc avec moi au camp Béal, le directeur général de l'intendance militaire, puisqu'il a été question ici de consigner les éléments et que l'argent n'a pas été donné. Il y a un certain nombre de commandants d'unités au niveau de la gendarmerie également. Et puis j'ai une liste aussi de témoins que je voudrais voir avec mes avocats pour pouvoir communiquer éventuellement à la Cour pour qu'ils soient là. Parce que... Bien, je crois que vos conseils prendront des dispositions avec le ministère public pour compléter la liste des témoins. La Cour a retenu dans l'intervention d'un des avocats, puisque les avocats sont là aussi pour concourir à la recherche de la vérité et surtout à la primauté du droit. Maître Zokozo avait signalé le premier jour de l'ouverture de l'audience que dans cette affaire, si le dossier est retenu, l'examen au fond doit tenir compte d'un travail qui doit être repris dans le cadre de l'instruction définitive à l'audience. Par conséquent, je pense que s'il y a des témoins qui sont acquis pour l'accusation, il peut y avoir aussi des témoins à décharge pour rétablir tout simplement la vérité, et il n'y a que cette recherche de la vérité qui doit nous guider dans cette salle pour nous permettre au moins de savoir ce qui arrive à la République centrafricaine. Sur ce, oui. Oui, je voudrais rajouter que le procureur général aussi, je le cite comme témoin parce que c'était mon collaborateur dans mon cabinet et il est au courant d'un certain nombre de choses et de faits et il sera aussi cité comme témoin. Il doit assumer son rôle de défenseur de la société. Si vous le prenez comme témoin, il ne sera jamais, peut-être, je le pense, un bon témoin dans le sens que vous souhaitez. On ne sait jamais. Non, parce que selon ma connaissance du dossier, il y a des charges qui pèsent contre lui aussi. Nous allons voir au cours des débats. Par conséquent, l'audience va être suspendue. Elle sera reprise demain à 9h, je vous en prie, parce qu'aujourd'hui, nous avons consacré le temps à la délibération de notre arrêt pour répondre aux problèmes qui ont été soulevés. Maître Tiangay. Monsieur le Président, comme vous l'avez souligné, la défense, comme vous l'avez souhaité, la défense communiquera la liste de ces témoins. Vous avez le pouvoir discrétionnaire de faire citer les témoins, mais comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, cette liste sera communiquée soit à la Cour, soit à Monsieur le Procureur général pour que les dispositions soient prises afin qu'elles soient citées. Bien. Toutes les dispositions seront prises. Monsieur le Procureur général. Oui. Pas sur non. l'intervention de l'accusé de Mahfoud. Je n'ai jamais été le subordonné de Mahfoud. J'ai été commissaire du gouvernement au tribunal militaire permanent, une juridiction d'exception en République centrafricaine qui peut poursuivre le ministre de la Défense s'il était militaire. Donc je n'ai jamais eu de complicité avec de Mahfoud de quelque manière que ce soit. C'est d'ailleurs en cette qualité que il est traduit devant la Cour. Donc, en ce qui concerne la citation des témoins, le ministère public se tient tout à l'heure prêt pour que des témoins que les accusés veulent bien nous citer et qui sont de nature à montrer qu'ils n'ont pas participé de quelque manière aux faits qui leur sont reprochés. Nous sommes prêts, nous allons tout mettre en œuvre pour que ces témoins-là soient demain dans la salle. Nous allons tout mettre en œuvre.
mais nous travaillerons avec les conseils de Jean-Jacques de Mahfoud pour que ces témoins-là comparaissent demain. Bien. Mais le ministère public n'a jamais été, le magistrat que je suis, n'a jamais été le subordonné de qui que ce soit. Bien, pour simplifier également le travail de ceux qui sont chargés de l'escorte des prévenus et des accusés, le ministère public tiendra compte effectivement de procéder pour la journée de demain à des extractions vraiment qui sont utiles. J'ai l'impression que les débats vont peut-être prendre quelques jours pour les premiers. Par conséquent, ça me paraît tout à fait normal de ne pas extraire tout le groupe. Il vaut mieux procéder à des extractions selon les premières catégories des infractions. Si nous allons parler d'abord de la coaction, je crois que